C'est un plaisir de vous retrouver pour entamer cette nouvelle semaine d'actualité. Nous sommes le lundi 27 janvier et voici les informations que nous allons développer. Les résultats de l'enquête sur les nouveaux rythmes scolaires 6 mois après leur mise en œuvre, les avis des parents sont mitigés. C'est un peu du 50-50. Alors la DG2E prévoit des ajustements. L'Institut de la statistique a publié les résultats du dernier recensement de la population polynésienne effectué en 2022. Nous sommes officiellement 278 800 personnes au Fénois, mais le ralentissement démographique constaté ces 20 dernières années se confirme. Nous allons parler avec notre journaliste James O. Les autorités sanitaires recommandent fortement la vaccination contre la grippe. La forme qui circule actuellement est plus virulente que les autres. 36 nouveaux cas se sont déclarés cette semaine. En avril 2024, la grippe avait tué 10 personnes au Fénois. Les Antilles françaises, véritable plaque tournante du trafic de drogue sur le territoire national. C'est le résultat d'une note de synthèse de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Ce rapport parle aussi de la Polynésie. Nous allons évoquer le sujet des drogues au Fénois, mais aussi parler de l'activité parlementaire de ces derniers jours, de la polémique Azerbaïdjan et de la fraternité autonomiste avec notre invité, le sénateur Tevaro Fritsch. En cette période de festivités pour la communauté chinoise, ce soir, on s'intéresse à son implantation au Fénois et notamment à sa capacité à développer des commerces. Dans le centre-ville de Papeete, très souvent, les boutiques sont reprises génération après génération. Merci d'être avec nous. Après 6 mois de mise en œuvre, la Direction générale de l'éducation et des enseignements, la DG2E, tire un bilan positif des nouveaux rythmes scolaires. D'après les services de l'éducation, près de 3/4 des parents et des enseignants sont satisfaits du nouveau calendrier. Les familles moyennement satisfaites sont comptabilisées du bon côté, mais elles restent nombreuses. Il y a donc encore des ajustements à effectuer, car à ce jour, de nombreux parents jonglent toujours de manière délicate entre les impératifs professionnels et familiaux. Juan Potoru, Mirko Vonfou. 6 mois après sa mise en route, les avis sont plutôt satisfaisants sur la réforme des rythmes scolaires dans les établissements publics du premier degré. Sur les 1046 familles interrogées, 74% sont satisfaits des changements opérés. Moi, je suis très contente parce que ça permet à l'enfant d'avoir plus de temps pour lui, pour avoir d'autres activités en dehors de l'école. Et puis, tant que le quota scolaire, le quota horaire est respecté, moi, ça me va. En fait, un peu plus de confort parce que maintenant, j'ai le temps de pouvoir déposer mon fils à l'école. Donc, pour l'instant, ça me va. Pour la Fédération des parents d'élèves, ce bilan d'étape n'est pas du tout représentatif. Les nouveaux horaires posent problème et les changements attendus par les familles ne sont pas au rendez-vous. Les horaires d'école, elles ont bougé, mais pas nos horaires de travail. Est-ce que c'est une difficulté? Oui, quand même. Ça va pour déposer, mais pour récupérer, comme il termine à 14 h, ouais, c'est trop tôt. Il y a des retours qui ne sont pas si positifs que ça. La circulation, elle est toujours autant comme avant. En même temps, il y a des parents qui n'ont pas cette facilité de pouvoir justement avoir des garderies et tout. Et donc, ils déposent leurs enfants 1 heure avant l'heure. Ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils n'ont pas de flexibilité au niveau de leur employeur. Donc, où on prône la sécurité de nos enfants et le bien-être de nos enfants, parce que là, aujourd'hui, on est en train de stresser des parents, donc des familles, mais également des enfants. Malgré un retour plus que positif, le ministre et la Direction générale de l'éducation restent conscients des défis à relever, parmi lesquels l'accompagnement des élèves dans les activités périscolaires. Un fonds d'amorçage, par exemple, est à l'étude pour élargir cette offre aux associations de familles. Ça parlait d'un fonds d'amorçage de 150 millions qui est à l'étude. Je suppose que ce fonds est destiné effectivement à pouvoir financer des associations qui viendraient sur le temps périscolaire. C'est un montant qui est important. C'est une des réponses que le gouvernement souhaite apporter. En mai-juin prochain, un deuxième bilan sera établi avec une enquête plus approfondie et élargie aux autres archipels. Les chiffres du dernier recensement en Polynésie effectué entre 2017 et 2022 ont été publiés sur le site Internet de l'Institut de la statistique de Polynésie française. Le ralentissement démographique constaté ces 20 dernières années se confirme. Bonsoir James O. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette publication? Yorana Maruki, Yorana à tous. Alors tout d'abord, il convient de rappeler le nombre d'habitants au Fénois, 278
800 au dernier recensement de 2022. Dans cette étude, il y a beaucoup de données importantes, mais nous allons nous focaliser ce soir sur le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les départs et les arrivées. Regardez, pour le solde migratoire, depuis 2002, il est déficitaire. Comme vous pouvez le voir, 20 900 personnes ont quitté la Polynésie pour la période de 2017 à 2022. Quant aux arrivants, ils sont au nombre de 14 050, soit 5% de la population totale du Whenua Maroki. Et est-ce qu'on connaît le profil de ces personnes, James? Effectivement, on connaît le profil de ces personnes. Il s'agit en grande partie donc, de jeunes qui quittent le Whenua pour trouver un emploi en métropole, notamment dans les forces armées, avec, regardez, 40% des départs de la tranche des 18-30 ans. 40%, c'est le bon par rapport à la précédente période 2012-2017, donc c'est énorme. Et puis l'enquête nous apprend également, Maroki, que la plupart de ces jeunes sont issus des îles, des archipels. Il y a donc un flux migratoire depuis les archipels vers Tahiti puis vers l'extérieur. Et on apprend qu'en tête du classement, eh bien, vous avez les Australes avec 34%, suivi des Marquises avec 23%. Quant aux arrivants, les familles représentent 69% des arrivants. Une famille, ça peut être un couple avec des enfants ou une famille monoparentale. Quant aux personnes seules, eh bien, elles représentent 31% de cette tranche des arrivants. Dernier chiffre à retenir, Maroki, 15%. 15% des arrivants sont nés en Polynésie, sont nés au Whenua. Un retour aux sources en quelque sorte pour ces personnes. Merci James O. Et la totalité donc, des résultats de ce recensement sont disponibles sur le site de l'ISPF. Votre téléphone a peut-être lancé un son strident ce matin aux alentours de 10 heures. C'était en fait un test du dispositif FR Alert qui permet d'envoyer des notifications sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone de danger. L'épidémie de grippe au Whenua continue de gagner du terrain. 36 nouveaux cas ont été recensés par l'ARAS cette semaine. Cette forme de la maladie a été importée de métropole. Elle est particulièrement virulente. La vaccination est fortement conseillée. Les détails avec Mélissa Chong. Fièvre, courbatures, maux de gorge, la grippe et ses symptômes continuent de gagner du terrain. Dans ce cabinet médical, les pathologies s'enchaînent et se ressemblent. Ce patient est vacciné contre la grippe depuis le mois de novembre. De manière générale, je vais faire un point sur mes vaccins avant de partir en vacances pour éviter de tomber malade si je pars. Cette semaine, 36 nouveaux cas de grippe ont été recensés. Parmi eux, 7 personnes ont dû être hospitalisées. La vague épidémique frappe de plein fouet les urgences du centre hospitalier de Taoné. On a aussi noté une grosse augmentation des appels au 15, du coup pour les urgences, puisque voilà, on est monté quasiment à 360 appels sur 24 heures, ce qui est un gros chiffre pour l'instant. Donc c'est souvent comme ça commence par l'appel au 15, après ça vient sur les services d'urgence et après ça sature l'hôpital et on n'est pas serein à ce niveau. Virulent et tenace, le virus atteint toutes les classes d'âge et contrairement aux idées reçues, il ne touche pas seulement les personnes âgées ou atteintes de comorbidité. Il est très important pour tout le monde, s'ils ont des symptômes de la grippe, soit d'aller voir leur toté, soit de s'isoler pour empêcher que la grippe ne se propage trop vite au sein de la population. Et bien sûr, le rappel des gestes barrières. Tu viens pour la vaccination contre la grippe ? Autre rempart contre la grippe, la vaccination. Mise en place depuis le 21 novembre, la campagne s'accélère au sein même du personnel soignant de l'hôpital. Moi, je me fais vacciner parce que je travaille dans le service d'oncologie et aussi un peu d'hémato, avec des patients immunodéprimés. Donc, c'est mieux de ne pas être vecteur du virus pour ne pas les contaminer, eux. Si l'épidémie continue de croître sur le territoire, l'hôpital devra appliquer son plan blanc. C'est surtout un changement d'organisation au sein des urgences et au sein des services pour pouvoir accueillir les patients dans de bonnes conditions. Mais le plan blanc prévoit un certain nombre de scénarios dans lequel on vient piocher, un peu comme une boîte à outils en fait, où on viendrait piocher des réponses aux situations qu'on va rencontrer. Dans les hôpitaux de métropole et d'Amérique du Nord, l'épidémie affiche un niveau d'intensité exceptionnellement élevé depuis le début de l'année. Pour rappel, en avril 2024, le virus a tué 10 personnes au Whenua.
Et cette information au collège de Rurutu, au moins 13 adolescents sont tombés malades aujourd'hui. Au départ, il y avait des suspicions d'intoxication alimentaire, mais après le passage au dispensaire, il s'agit d'une épidémie de gastro-entérite. Oscar Temaru a donné une conférence de presse ce matin pour faire suite notamment à la polémique de l'ingérence de l'Azerbaïdjan dans les territoires ultramarins. La réaction du président du Tavini Huiratira à la mise au point du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a été plutôt ironique. D'après lui, le sujet de la souveraineté de Maohinui, Manuel Valls ne le connaît pas. On écoute Oscar Temaru au micro de Nicolas Suir et Hubert Liao. La France, bon, elle peut dire ce qu'elle veut, mais l'Azerbaïdjan est un pays libre. Elle n'a surtout pas d'exemple à l'Azerbaïdjan. Ce qu'ils ont fait ici, les Français n'auraient jamais accepté que la France fasse des essais nucléaires chez nous. Combien il y a eu de morts? Combien? Jamais les Français n'auraient accepté ça. C'est ça, c'est ce que Macron dénonce, crime contre l'humanité. C'est toujours donc le même discours du côté d'Oscar Temaru. Pour réagir à ces propos et à la mise au point du ministre des Outre-mer, le sénateur Tevaro Fritzsch est avec nous en plateau. Bonsoir Tevaro Fritzsch. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a entendu le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui tape du poing sur la table par rapport à l'Azerbaïdjan. On a entendu le président du Tavini Huiratira, fidèle à lui-même, et Moitei Broderson hier soir, en tant que parlementaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette dualité entre l'État et l'exécutif, les gens au pouvoir ici en Polynésie? D'abord, je ne comprends pas que Oscar Temaru et le Tavini s'entêtent avec l'Azerbaïdjan. Quel rapport il y a entre l'Azerbaïdjan et la Polynésie française, si ce n'est celui, finalement, apparemment, de s'opposer à la France? L'Azerbaïdjan, il faut le rappeler, a connu des périodes très troubles. D'abord, les droits de l'homme n'y sont pas respectés. Il y a la situation des Arméniens. Il y a eu tout de même des centaines de milliers de personnes déportées sur le Haut-Karabakh avec des meurtres, il faut le dire comme ça l'est, malheureusement. Et bon, beaucoup de morts au cours de ces confrontations. Et je ne comprends pas que le Tavini aille chercher ce pays, ces dirigeants de ce pays, pour venir finalement soutenir leur quête d'indépendance. Et Moitei Broderson qui dit que la France devrait ouvrir les discussions à l'ONU pour éviter ce genre d'alternative. Vous en pensez quoi? Mais c'est du chantage à la petite semaine, mais en même temps, il dit qu'il n'est qu'un membre du Tavini, alors qu'il est président de la Polynésie française, qui a été soutenu par le Tavini pour devenir président de la Polynésie. Pendant ce temps, les Polynésiens attendent des choses concrètes. La lutte contre la vie chère, attendent la création d'emplois. Si vraiment on est indépendantiste, on devrait tout faire pour développer ce pays à fond les manettes, pour faire en sorte qu'on soit vraiment déjà autonome sur le plan économique et financier, et qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher des sous à Paris pour faire des salles de sport pour les Jeux du Pacifique. Et pas seulement taxer les produits sucrés, par exemple. Ou taxer la population qui l'a élu. Tevaro Fritzsch, il y a une dizaine de jours, le Sénat a adopté les crédits de la mission Outre-mer, qui sont en hausse par rapport au projet de loi initial, que ce soit en autorisation d'engagement ou en crédit de paiement. Il y a une grande partie de cet argent qui va aller quand même à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Mais est-ce que la Polynésie aura quand même quelque chose? Oui, alors d'abord on s'est battu vraiment pour préserver les dotations de la Polynésie française. Dès le précédent gouvernement où les baisses avaient été annoncées avec l'Anna Tetuanui, nous sommes montés au créneau pour ne pas que la Polynésie soit lésée. Et là, nous sommes venus, on va dire, combler ce qui avait été réduit au Sénat. Donc, on parle de combien? Notamment, alors il y a eu près de 10 milliards qui ont été remis sur les contrats de convergence, par exemple. J'entends le président dire « j'ai pas de sous pour les communes, etc. » Mais il faut aller se battre maintenant. Les budgets ont été rétablis et il faut obtenir les crédits pour la Polynésie. Les prêts au développement outre-mer ont été rétablis. Les prêts de la BPI et de l'AFD vont pouvoir aussi s'exercer pour les petites entreprises et les entreprises donc, en développement en Polynésie. Alors c'est vrai qu'il y a des enveloppes qui ont été mises en place pour Mayotte, qui a été ravagée par le cyclone, et pour la Nouvelle-Calédonie, avec les émeutes qu'on a connues, où l'Azerbaïdjan d'ailleurs s'est bien fait voir sur place, avec le soutien du Tavini Huiratira ici. Mais on s'est battu globalement pour plus d'1 milliard d'euros au total ont été rétablis sur le budget outre-mer. Ça fait plus de 120 milliards de francs pacifiques. Tout ne vient pas en Polynésie, mais les dotations annuelles de la Polynésie ont été préservées.
Et les dotations contractuelles ont été rétablies. Maintenant, c'est au pays d'aller se battre pour obtenir ces crédits. Je ne sais pas ce qu'a fait le président à Paris. Justement, vous dites que c'est au pays d'aller se battre. Hier, il nous a assuré qu'il travaille avec les parlementaires sur certains dossiers. Mais est-ce que c'est vrai? Quelle est votre relation avec l'exécutif? Très cordial. Moi, je l'ai croisé 3 fois à Paris dans des petites rencontres, y compris à l'Élysée lors de la décoration de notre haut-commissaire. Il ne m'a jamais demandé à aucun moment ce qui s'était passé au Sénat sur le budget. Enfin, Vous ne travaillez pas ensemble sur Moi, les je suis allé le crédits. rencontrer déjà officiellement ici. Je lui ai écrit, je lui ai fait offre de service pour le pays. Je ne suis pas devenu indépendantiste, mais on se bat pour obtenir des crédits. Nous l'avons obtenu, j'ai envie de dire, malgré lui. Et je tiens à remercier Manuel Valls qui, dès sa prise de fonction, s'est battu. Et peut-être que sa fonction d'ancien Premier ministre lui a donné du poids vis-à-vis de Bercy. Mais pas un mot du président, pas un remerciement. Alors, on n'attend pas des remerciements, mais je trouve que son attitude sur votre plateau hier soir était très délétère et en tout cas très distante par rapport au sujet qui intéresse les Polynésiens. Un sujet qui intéresse les Polynésiens, c'est ce délai qui est passé à 2027, de 2024 à 2027, donc pour la prolongation donc, du délai de dépôt des dossiers du CIVEN. L'association 193 aurait voulu qu'on pousse ce délai à au moins 10 ans. Est-ce que ça doit se faire étape par étape pour vous? Oui, nous aussi. Pour le coup, sur ce sujet-là, nous avons travaillé avec Meriana. Nous avons travaillé avec Meriana Redarbelo, il faut le dire. Mais pas de la même manière, mais le résultat, je veux dire, il faut le partager avec tous les parlementaires. L'État, à un moment, avait consenti à ne faire qu'un an. Donc on s'est battu pour les 3 ans. C'est vrai, comme 193, on aurait préféré qu'il y ait une profondeur plus grande. De on 10 verra ans. en 2027 peut-être. Mais il fallait de toute façon obtenir la prolongation. Il y a d'autres combats à mener, encore de la simplification, faciliter, avec le aller vert ça va mieux, mais faciliter le montage des dossiers, la lisibilité, la transparence des décisions de la Commission. Je crois qu'il faut toujours remettre du cœur à l'ouvrage, mais pour faire tout ça, il fallait prolonger le délai et on l'a obtenu au Sénat. Et je crois que tout le monde devrait s'en réjouir et c'est pour le bien des victimes, en tout cas de ceux qui veulent faire valoir leurs droits devant la Commission. On va revenir avec vous, Monsieur le Sénateur, juste après ce sujet qui concerne donc un rapport sur l'offre de stupéfiants en France en 2023 qui a été publié ce lundi. Il met en exergue que les Antilles françaises tiennent un rôle stratégique à travers leur port où transitent de grandes quantités de drogue. Le rapport parle aussi de la Guyane et de la Polynésie. Les détails avec Gervais Nietzsche et Nordine Bensmaïl. C'est une note de synthèse qui n'a pas vocation à déboucher sur des recommandations. Ce rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives dresse un constat cinglant. En 2022, les saisies de cocaïne effectuées aux Antilles par le biais d'infrastructures maritimes ont atteint près d'1,2 tonne. Les Outre-mer constituent une zone de rebond de ces drogues vers l'Hexagone et l'Europe. Ça s'explique par 2 facteurs qui font que la métropole et la France sont particulièrement exposées. D'abord, la France est le 2e domaine maritime mondial. Le 2e point, c'est que la France, c'est le pays au monde qui a le plus de surface de frontières maritimes qu'elle partage avec 30 États. C'est un record mondial, donc ça en fait une zone de transit privilégiée. Le rapport met aussi en exergue le développement d'un marché en Polynésie française. Le territoire est à la fois une zone de transit et un marché de destination pour la méthamphétamine sous forme cristallisée, connue sous le nom de Ice. C'est un produit qui semble se répandre dans différentes strates de la population, malgré son prix très élevé, puisqu'une dose coûte 80 €. Ça représente 4 centièmes de gramme, mais c'est un produit extrêmement addictif et donc le désir de reconsommer, ce qu'on appelle le craving, est particulièrement important avec ce produit. Au niveau mondial, les saisies de méthamphétamine ont été multipliées par 10 en 10 ans. Oui, la situation est toujours donc grave, notamment dans les Antilles françaises et aussi en Polynésie. Tevaro Fritsch, le Sénat va se pencher sur une proposition de loi de lutte contre le narcotrafic. Est-ce que vous avez des grands axes de cette proposition de loi qui pourraient nous servir en Polynésie? Absolument. Donc, à la Commission des lois, nous avons démarré les travaux la semaine dernière. J'étais à Paris. Et puis, nous démarrons en séance dans les jours qui viennent. C'est notamment M. Jérôme Durin, qui est rapporteur, qui est l'un des auteurs de la proposition de loi, qui était venu avec M. Buffet lors de la mission sur la commission de la Commission des lois. Donc,
on a fait un focus sur l'ICE, bien entendu, avec une mobilisation, une demande de renforcement des moyens de la justice et de la police, avec notamment l'antenne OFAST qui fait un gros boulot en Polynésie. Mais il convient également qu'au travers de cette loi, on puisse aider notre justice et notre police, nos gendarmes, à travailler plus rapidement avec de nouveaux moyens, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient techniques et qu'ils soient financiers, bien entendu. Là, on parle de répression, mais quand on voit, par exemple, la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie qui vient de se créer, ce sont que des bénévoles, pas d'argent, pas de subvention. Comment on peut changer les choses dans ces conditions? Effectivement, je crois que d'ailleurs sur le volet prévention, le pays a aussi son rôle à jouer. Il me semble qu'il y a des mesures qui pourraient être prises d'accompagnement au plus tôt. Nous attendons toujours la livraison aussi, vous le savez, de cette infrastructure sur la santé mentale pour permettre d'accompagner nos jeunes lors de la désintoxication et puis de la réinsertion sociale derrière. Et là, le pays, je trouve, devrait déployer plus de moyens pour ce sujet. Très rapidement, Tevaro Fritsch, en politique, est-ce que vous êtes un solitaire ou vous êtes toujours impliqué dans la vie autonomiste, dans votre parti Yaorat Enuna? Rapidement. Non, Yaorat Enuna est toujours vivace, bien entendu, et nous continuons aussi cette œuvre de rassemblement des autonomistes. J'étais samedi à peine débarqué de l'avion avec les autres qui se sont rassemblés à l'invitation de Moirani Frebo. Je crois que c'est important, et Yaorat Enuna poursuit effectivement son petit chemin, c'est vrai. Nous préparons les communales dans cette logique d'union, d'unité, pour répondre à cet appel de la population. Quand on voit qu'aujourd'hui le gouvernement passe son temps à se regarder le pitot et à parler de l'Azerbaïdjan, il est urgent de réagir et de proposer une alternative à notre population. Pas simplement celle de l'autonomie, celle du développement de notre pays. Développons ce pays. Merci Tevaro Fritsch, sénateur donc de la Polynésie, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et Konifa Choi à notre communauté chinoise. Vahine Fierro va faire son entrée cette semaine sur le World Championship Tour, le WCT. La première étape est prévue mercredi sur le spot de Pipeline. Vahine est engagée dans la 5e série du premier tour, opposée à l'Australienne Molly Picklum et à la Hawaïenne Betty Lou Sakura Johnson. À 2 jours de la célébration du Jour de l'An chinois et du passage à l'année du serpent de bois, on s'intéresse à la place de la communauté chinoise dans la ville de Papeete, particulièrement dans les commerces qui se sont développés dans la capitale ces dernières décennies. Souvent, les enseignes sont reprises génération après génération. Retour sur le parcours de cette communauté qui a su s'intégrer et prospérer avec Nicolas Suire et Hubert Liao. Impossible d'arpenter les rues de la capitale sans croiser des commerces tenus par des Chinois. Ils ont su s'intégrer et prospérer en Polynésie comme partout ailleurs. Les boutiques du centre-ville ont été bâties puis se sont léguées de génération en génération, pour beaucoup, entre les mains de cette communauté. Tati Irène, Situa, 3 maisons. Aloha, c'est le cousin, c'est la belle-fille, belle-sœur. Après, l'autre côté aussi, c'est le cousin. Steve Suar, cousin. Étienne, bijouterie Étienne, c'est le tonton. En fait, on gère la ville. L'intégration et la prospérité de la communauté chinoise fascinent, y compris parmi ses descendants. C'est le cas de Mike Chen, professeur d'histoire-géographie. Il a décidé de réaliser une thèse à ce propos. La communauté chinoise s'est intégrée économiquement et socialement. Et j'avais envie de comprendre comment ce parcours a pu s'effectuer depuis principalement le début du XXe siècle. Et son évolution aujourd'hui? Et oui, son évolution, et qui va de pair avec l'évolution de la société polynésienne. Avant la prospérité économique chinoise en Polynésie, il y a eu un drame. La faillite de la plantation de canne à sucre dans les années 1870. Tous les ouvriers sont chinois. Ils échappent à l'expulsion car beaucoup se sont mariés à des Polynésiennes. Ils se tournent alors vers d'autres métiers. N'ayant pas fait d'études, c'était des ouvriers, ils sont devenus maçons, menuisiers, cordonniers, etc., des tenanciers de restaurants. Ils ont commencé par ça à faire du commerce. Ils sont descendus vers Papeete, où ils sont installés dans ce quartier-là, à Sinitan, rue Colette et tout. Et ils ont prospéré en ouvrant des magasins, en faisant du commerce. Dans les années 1960, les Chinois sont naturalisés. Leurs enfants peuvent faire des études et entrer dans les administrations et même devenir politiciens. Leur réussite économique, ils disent la devoir à leur travail acharné et dévoué.
L'information principale de ce lundi 27 janvier, 6 mois après la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les avis des parents sont mitigés. Sur un peu plus de 1000 familles interrogées, la moitié est satisfaite. Pour le reste, les nouveaux rythmes sont difficiles à gérer, voire complètement inadaptés. La DG2E prévoit des ajustements. Un fonds d'amorçage de 140 millions est notamment en discussion pour soutenir l'accès aux activités périscolaires. À la une de Tahiti Info, demain mardi, le programme du Tavini n'est pas appliqué et c'est Oscar Temaru qui le dit. Avec l'invité café demain matin, il sera question du jour de l'an chinois. Lucie Guillou de l'association de la communauté chinoise Wenfa répondra aux questions de Corinne Tehetia. Dans votre petit écran, ce lundi soir, 2 épisodes de la série The Capture, saison 2. Puis, à partir de 21h, l'excellent documentaire de la série La Fabrique du mensonge, consacré à l'impact de l'intelligence artificielle sur les dernières élections présidentielles aux États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet